Aujourd'hui, j'ai partagé avec Emmanuel Macron notre plan de la victoire, et aussi sur la situation sur le champ de bataille. Avant l'hiver, nous avons besoin de votre soutien. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Volodymyr, j'ai eu encore une fois un très bon échange avec le président aujourd'hui qui a détaillé son plan et le travail des prochaines semaines. Nous avons pu voir hier avec les ministres en charge des armées l'avancée de la formation et de l'équipement d'une brigade qui est un engagement que la France avait pris il y a maintenant quelques mois. Et on accueille les premiers soldats ukrainiens à Suip où nous étions hier. C'est aussi un modèle très unique de coopération. Et je veux ici redire le soutien de la France à la résistance ukrainienne face à la guerre d'agression russe. C'était un moment important et c'était aussi pour nous une étape importante de pouvoir échanger avec le président sur les prochaines semaines et les prochains mois et le travail à la fois militaire et diplomatique. Si nous ne voulons pas que l'Ukraine perde, nous devons changer de stratégie. Et je pense que vous devriez y réfléchir. Dans toute guerre, il faut faire un travail diplomatique. Nous avons besoin de communication, de contacts directs et indirects. Si nous ne le faisons pas, nous nous enfoncerons encore plus profondément dans la guerre et la situation sera encore plus désespérée. De plus en plus de personnes mourront. Et avec cette stratégie, nous ne trouverons aucune solution sur le champ de bataille. Je pense donc que nous devons défendre la paix. Nous devons nous concentrer sur un cessez-le-feu et créer une stratégie différente. Sinon, nous serons tous perdants. Certains disent encore que ce n'est pas parce que Poutine veut le pouvoir, mais que c'est parce que l'Ukraine veut la liberté. Alors je demande à ces personnes, auraient-elles lancé la même accusation à l'encontre du peuple hongrois lors de l'invasion soviétique en 1956 ? En tournée, notamment à Paris et Londres, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé, jeudi 10 octobre, plus de soutien de ses alliés européens. Malgré ses demandes insistantes pour obtenir un soutien accru, une question demeure. Dans quelle mesure cette aide a-t-elle réellement renforcé la capacité de l'Ukraine à changer le cours du conflit sur le terrain? D'ailleurs, il serait opportun de rappeler un entretien de Piotr Tolstoï sur BFM TV il y a plus d'un an, où il avait averti que la Russie brûlerait les chars que l'Occident envisageait de fournir à l'Ukraine, une prédiction qui s'est en grande partie réalisée. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, n'a cessé d'appeler à un changement de stratégie en Europe, prônant la paix et insistant sur l'importance de concentrer les efforts sur un cessez-le-feu immédiat. Pourtant, malgré ces appels récurrents, il semble que peu de dirigeants européens soient disposés à l'écouter. La question qui se pose est, l'Occident serait-il plus enclin à prolonger le conflit qu'à explorer les solutions diplomatiques pour mettre fin à la guerre? Écoutons à nouveau un extrait de l'entretien de Piotr Tolstoï, puis discutons ensuite. Colonel Goya. Oui. Que ferez-vous lorsque des pays occidentaux fourniront des chars de bataille à l'armée ukrainienne? Ce qui arrivera forcément. Monsieur le colonel, on va les brûler. Donc, vous savez bien, d'ailleurs, de l'histoire, que les chars allemands ont été déjà brûlés sur le territoire de l'Ukraine. On va le faire encore une fois. Comment réagirez-vous, au-delà de vouloir les brûler, si, par exemple, la France, pour préciser la question du colonel encore, si la France livre à l'Ukraine des chars français, des chars Leclerc? On a très très peur. Vraiment, on est paniqué. Vous pouvez livrer aux totalités l'Union européenne avec les chars grecs. Vous pouvez livrer aux Ukrainiens 200 chars. Vous croyez que pour l'armée russe, c'est un problème de brûler 200 chars? Je peux vous donner un autre peut-être matériel pour l'analyse. Vous avez refusé le gaz russe. Aujourd'hui, vous êtes en train d'acheter le gaz américain 3 fois plus cher. Vous allez fournir vos chars aux Ukrainiens. Et récemment, vous allez acheter les chars américains, les Abrams, 3 fois plus cher. C'est ça la guerre, le prix de la guerre en Ukraine pour l'Europe. C'est votre choix. Personne ne vous empêche, mais on n'a pas peur de vos chars. Quand on voit les difficultés de l'armée russe depuis un an, alors que l'Ukraine n'a pas les chars occidentaux, on peut avoir des doutes sur ce que vous nous dites là, si les Occidentaux se mettent à livrer aussi des chars lourds à l'Ukraine. Mais vous pouvez avoir les doutes, de toutes les façons, c'est votre droit. On est dans les pays démocratiques. Je vous dis, c'est ce que ressentent les Russes par rapport
la question de Monsieur le colonel, c'était ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec les chars de l'OTAN qu'on va fournir en Ukraine? On va les brûler, comme tous les gens qui vont venir avec ces chars. Oui, parce que c'est clair que les Ukrainiens ne peuvent pas guider les chars Leclerc ou les chars Léopard. Attendez, vous vous attendez, tous les spécialistes. Piotr Tolstoï, pour parler concrètement, vous vous attendez à ce que s'il y a des livraisons de chars occidentaux, il y ait à l'intérieur de ces chars des soldats occidentaux. Pour vous, les Ukrainiens ne pourront pas s'en servir? Mais bien sûr, parce que je ne sais pas si peut-être vous pouvez demander, monsieur le colonel, pour avoir le service technique d'un char, il faut toute une équipe qui fait ce service après chaque bataille. Il faut avoir un opérateur qui est qualifié, qui connaît comment on peut guider ce char. Donc, vous ne pouvez pas, du coup, fournir les chars et imaginer que les Ukrainiens vont attaquer avec ces chars les Russes. Mais de toutes les façons, quoi que va se passer avec les chars, ils seront brûlés. Ça je peux vous garantir. Colonel Goya, sur ce point-là spécifiquement. Non mais, Monsieur Tolstoï, ça s'apprend. Hein. On a fourni des matériels d'artillerie également assez complexes. Ce sont les Ukrainiens qui les utilisent. Ce sera la même chose avec les chars de bataille que nous fournirons. Les Russes, d'ailleurs, la même chose. Ils fournissent les chars au monde entier et d'autres pays apprennent à utiliser les chars russes. Mais Piotr Tolstoï, on a l'impression finalement qu'il n'y a pas beaucoup de réaction du côté de la Russie. Est-ce que, après tout ce qu'on a vu, les armes qui ont été fournies les unes après les autres par les pays occidentaux, on a l'impression finalement que vous n'avez pas vraiment de moyens de réaction? On n'a pas peur des armes qui ont fournies par les Occidentaux parce que chaque jour, dans tous les bilans du ministère de la Défense, on a 2 systèmes artillerie français qui est éliminé. On a 3 systèmes HIMARS américains qui sont bombardés. Donc, vous inquiétez pas, tout ça va se retrouver, je ne sais pas, en Turquie pour le métal très bientôt. Et on a bien compris, pardon, mais si, comme vous n'avez pas peur des armes occidentales, vous vous protégez en mettant des batteries de défense antiaérienne à Moscou, c'est pour ça que vous les mettez là. Diamancel. J'ai une question. Je comprends pas, Piotr, la stratégie militaire du président Poutine. Il a accepté une campagne de terreur en tirant des dizaines de missiles pratiquement par jour contre soi-disant des cibles d'infrastructures énergétiques. Mais par exemple, le 14 janvier dernier, à Dnipro, c'est un missile Kh-22 qui a été tiré. Et vous le savez comme moi, c'est un missile qui a été retiré du service en 2007 parce qu'il est très peu précis et qu'il emporte une charge d'1 tonne qui fait des dégâts considérables. Et du coup, ce missile a fait abattre un immeuble complet d'habitation avec plus de 72 appartements. Il a fait au moins 45 morts. C'est ça le ciblage, la capacité de l'armée russe, ou c'est juste parce que vous avez même plus les munitions nécessaires pour pouvoir les guider sur vos objectifs? Écoutez, les histoires que les Russes n'ont plus de munitions, ça dure déjà des mois. Je n'ai pas dit ça, je dis pourquoi vous lancez un missile que vous savez complètement obsolète et qui va faire des destructions massives dans une ville. C'est comme ça que vous libérez une ville, c'est ça? Ok, permettez-moi de répondre. Alors, on n'a pas le déficit de munitions. On va tirer encore, on a beaucoup de missiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez demandé la stratégie de M. Poutine. Oui. Peut-être la stratégie de M. Poutine, c'est la stratégie pour ne pas que vous le compreniez. C'est ça la stratégie. Ah oui, ça c'est sûr qu'on le comprend pas. C'est clair que vous êtes déjà dans le vague. Et ce qui concerne cette histoire sur Dniepr, donc c'est la missile antiaérienne ukrainienne qui a abattu le missile russe sur l'immeuble. Ça a été reconnu même par les officiels en Ukraine. Donc, tous ces histoires que les Russes... C'est faux, je tiens à vous le dire, Piotr, parce qu'il y a un journaliste de Russia Today qui a essayé de me vendre cette histoire, cette sornette, que c'était un missile anti-aérien ukrainien qui avait détourné le Kh-22. Ouais. Sauf que si vous aviez un tout petit peu de connaissances militaires, vous sauriez qu'on ne sait pas intercepter un missile Kh-22. Donc, c'était même pas envisageable. Et quand vous avez tiré ce missile Kh-22, vous saviez que vous alliez commettre des destructions massives. Mais c'est très intéressant ce que vous dites quand vous expliquez que même Poutine
a une stratégie incompréhensible, parce que je pense que globalement, le chaos de cette guerre, c'est à cause d'un tyran chaotique. Et quand je vois par qui il est entouré, je comprends qu'il n'y arrivera pas. D'abord, j'ai toujours le plaisir de vous entendre, mais si vous me permettez de finir la parole, ça serait très gentil. Donc, je vous dis que la stratégie militaire russe est construite de telle façon que ni Français, ni les Européens, ni les Américains ne le comprennent pas. Ça, c'est plus ou moins clair, et j'espère que vous avez eu le temps pour analyser l'absence de votre compréhension en stratégie. Ce qui concerne la missile ukrainienne qui a détourné la missile russe sur la maison, ça c'est une chose, pour nous en tout cas, prouvée. Vous êtes dans votre paradigme des mythes construits par la presse occidentale, vous pouvez rester dans ce paradigme. Mais je peux vous dire une autre chose qui peut-être va vous intéresser. Si la Russie visait les civils dans cette guerre, on était déjà plusieurs fois à Kiev. On a l'armement qui peut brûler des kilomètres de front en avant, mais on ne l'utilise pas justement parce que les Russes ne visent pas les civils dans cette guerre. 30 000 déjà victimes. 30 000 déjà victimes, Piotr Tolstoï. 30 000 victimes civiles, morts ou tuées, morts ou blessés, pardon. 30 000. 30 000. Minimum 30 000, Piotr Tolstoï. Mais vous sortez ces chiffres d'où dans votre Mariupol, tête, la ville Mariupol, vous l'avez rasée. 30 millions. Je vous dis 30 000, je vous dis 30 000. Sergei Girlov, ensuite Ulysse Gosset. Sergei Girlov. Petite question, M. Tolstoï, vous étiez tellement sûr que vous avez la force russe qui va bien évidemment détruire tout le temps et le monde entier. Où est-ce que Pas se tout trouve le temps, seulement les chars. Attendez, laissez-moi finir de vous poser la question, vous répondrez après. Ouais. Vous êtes fier de votre armement. Où se trouve votre char Armata que vous avez présenté pendant des années? Où se trouve ce char Armata sur les champs de bataille? Pourquoi M. Poutine a limogé M. Rogozine? Parce que justement, M. Rogozine n'arrivait pas à fabriquer les missiles, y compris Sarmat. Pourquoi M. Poutine a limogé son responsable de l'agence cosmique? D'abord, le départ de Rogozine n'a rien à voir avec les Sarmat. Sarmat, ils sont construits et ils sont aujourd'hui dans l'armée russe. Deuxièmement, ce qui concerne les chars Armata, ils ont été remplacés par les chars T-90, et vous le connaissez bien, ça c'est les chars mieux que les chars américains Abrams. Mais je peux vous dire que, évidemment, comme dans n'importe quel pays du monde, comme dans n'importe quel pays du monde, la Russie a des difficultés à avoir beaucoup d'armements en même temps. Mais comme vous peut-être déjà remarqué, on n'a pas ni le déficit du char, ni le déficit des missiles, ni le déficit des bons commandants sur le terrain dans l'armée. On a malheureusement beaucoup d'armements et beaucoup de munitions qui arrivent en Ukraine de l'Europe. Mais on va tôt ou tard en finir avec ça aussi. Parce ça n'est pas fini. Et on a bien compris ces derniers jours que ça n'était pas fini. On va finir avec d'abord les électrostations, après les ponts et les tunnels par lesquels vous êtes en train de fournir l'armement en Ukraine. Ça ne va pas tarder, mais étape par étape, on s'approche à notre but de cette opération spéciale militaire. Donc, de quel pont et de quel tunnel vous parlez, Piotr Tolstoï? De quel tunnel? Le tunnel dans les montagnes de Carpates, où arrivent les trains de Pologne sur le territoire ukrainien. Ulysse Gosset. Vous connaissez? On a bien compris, Monsieur Tolstoï, que la guerre serait longue. La question que je me pose, c'est comment vous voyez la relation entre la France et la Russie. La France fournit des armes de plus en plus puissantes, l'Allemagne aussi, mais entre Paris et Moscou, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la France est un pays ennemi, premièrement, et deuxièmement, est-ce que vous envisagez que cette guerre longue puisse déborder les frontières de l'Ukraine et qu'on entre dans un conflit avec la Pologne, avec l'Allemagne, avec la France? Est-ce qu'il y a un risque que cette guerre devienne une guerre en Europe et pas simplement aux frontières de l'Europe?
Écoutez, quand vous me demandez si la France est un ennemi, la France mène contre mon pays une guerre économique déjà 8 ans, 9 ans. Et la France, comme vous avez reconnu, aujourd'hui fournit aux Ukrainiens les matériaux militaires. Donc, bien sûr, la France, pour nous, c'est un ennemi. Comme d'ailleurs l'Allemagne, comme d'autres pays de l'Europe qui aujourd'hui participent à une guerre du côté ukrainien de façon militaire, qui aujourd'hui ne donne pas aux Ukrainiens la possibilité d'avoir les négociations avec les Russes et ne donne pas la possibilité de terminer la guerre. Donc c'est votre responsabilité, c'est pas la nôtre. Ce qui concerne le futur, vous demandez si, par exemple, cette guerre dure encore 2 ans, 3 ans, 5 ans, s'il ne va pas déborder le territoire ukrainien. On va voir, ça va dépendre de votre participation, de la participation des pays de l'Europe dans cette guerre. Vous allez maintenant donner les chars, après vous allez donner des avions, après vous avez envoyé légions étrangères ou je ne sais pas quoi. Donc, dès que les soldats étrangers seront sur le territoire de l'Ukraine, les soldats de l'OTAN, pour nous, ça serait, comme aiment dire les Américains, une ligne rouge. Donc, tout dépend de vous, en fait, dans cette guerre et dans le futur de cette guerre. Nous, on n'a aucun intérêt de continuer ça pendant 2 ans ou 3 ans. Ce que l'on voit, c'est que vos lignes rouges, elles ont beaucoup reculé, Piotr Tolstoï. Vos lignes rouges, elles ont beaucoup reculé. Quand on voit la globalité de toutes les armes occidentales qui ont été livrées aux Ukrainiens, en réalité, vous ne pouvez pas réagir face à ça. Vous ne savez pas réagir face à ça. Là, aujourd'hui, vous nous dites que la prochaine ligne rouge, ce sera quand des soldats occidentaux viendront faire la guerre sur le sol ukrainien, ce qui n'est pas du tout prévu, évidemment. Mais si cette ligne rouge, si c'est votre ligne rouge aujourd'hui, avant ça, il y a beaucoup d'étapes, notamment en termes d'armement. Les chars, l'aviation, effectivement, vous-même vous le disiez, ça va en faire des armes contre vous. Non, mais quand vous dites beaucoup d'États, vous pensez que tous ces États, c'est les États de l'Union européenne, Grande-Bretagne, les États-Unis et Australie. Évidemment, je parlais beaucoup d'étapes. Des étapes. Oui, Australie. Oui. Et donc, quand les gens ils se réunissent contre la Russie, pour nous, c'est pas quelque chose, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose très paradoxal parce que ça a été déjà dans notre histoire. Donc, nous sommes prêts. Quand vous dites que les chars c'est une ligne rouge, je vous ai dit, ils seront brûlés comme étaient à l'époque brûlés les chars allemands sur le territoire ukrainien. On va juste répéter l'histoire. Parce qu'en fait, les Ukrainiens, ils mettent les mêmes symboles sur les chars que mettaient les troupes d'Adolf Hitler. Malheureusement, ils ne sont pas les nazis. Non. Ils mettent le même symbole, mais pour les Français, ils ne sont pas les nazis. Ils sont les victimes de la politique agressive de la Russie. Donc, on va éliminer tout ce public et on va s'arrêter à la frontière ukrainienne. Et on va regarder dans les yeux à des politiciens européens qui appellent sans cesse à accélérer la guerre et gagner la guerre sur le terrain. Donc, on va regarder à les yeux au monsieur Borrell ou à les autres grands politiciens qui aujourd'hui pensent qu'ils peuvent gagner la guerre contre la Russie. Et on va attendre leurs propositions sur le futur monde, sur la future sécurité européenne. Vous inquiétez pas, ça va venir très vite et on va pouvoir discuter ça dans votre studio. Qu'est-ce que vous pensez de la Turquie, puisque la Turquie, bien qu'elle n'applique pas les sanctions économiques, livre massivement des drones à l'Ukraine, il livre aussi des drones à l'Azerbaïdjan, alors que la Russie d'ordinaire défend l'Arménie. Pourquoi vous ne qualifiez pas la Turquie d'ennemi ? Ils sont très malins, les Turcs. Parce qu'ils n'ont pas osé exploser les gazoducs comme ça fait les Européens. Donc, vous ne répondez pas à ma question en fait. Pourquoi vous ne les blâmez pas pour les livraisons d'armes ? Pourquoi vous ne les qualifiez pas d'ennemis alors qu'ils livrent des armes qui permettent d'attaquer le territoire russe à l'intérieur et vous ne dites pourtant rien à Erdogan ? Parce que avec la Turquie et avec M. Erdogan, on a d'autres terrains de coopération, notamment coopération économique, importants pour nous dans cette période. Donc l'économie est plus importante que le militaire ?
L'économie est plus importante que le militaire? Économie, c'est important, mais j'ai dit que les Turcs, ils n'ont pas osé d'exploser les gazoducs. C'est ce qu'ont osé les Européens ou les Britanniques ou les Américains, je ne sais pas qui. D'ailleurs, vous ne savez pas qui a fait exploser le Nord Stream? Non, moi, j'enquête pas. Vous non plus. Oui, M. Tolstoy, au fait, on a eu des preuves. Ça fait quand même plusieurs mois que vous annonciez la fourniture de preuves accablantes sur l'application britannique. C'est comme avec 30 millions des civils ukrainiens qui sont morts. On a dit 30 000. J'ai dit 30 000. Vous pouvez répéter 30 millions, j'ai dit 30 000. Il n'y a aucun problème et je maintiens le chiffre. Ouais, 30 000. Monsieur Tolstoy, vous avez parlé d'économie, vous avez dit la Turquie est un partenaire économique important. Bon, le volume des échanges entre la Russie et la Turquie est nettement inférieur à celui que la Russie avait avec l'Europe. Et en fait, vous avez provoqué les sanctions avec votre principal partenaire économique qui vous permettait de gagner de l'argent et en plus qui vous vendait tout ce que vous ne produisez pas. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de sensé? Mais ce n'est pas nous qui avons entendu les sanctions contre les Européens, c'est les Européens qui, après Washington et Londres, on entendait les sanctions contre la Russie. Et ce n'est pas votre décision, ce n'est pas une décision européenne. C'est la décision qui a été prise à Washington. Pour nous, c'est clair, parce que pour l'Europe, ça n'a aucun sens de mener une guerre économique contre la Russie. La Russie était le seul votre ressource pour rester comme la civilisation dans le futur monde. Il y a la Chine, les États-Unis, l'Europe aura pu être, mais malheureusement ne le sera pas, à cause de toutes ces décisions et notamment à cause de l'opération militaire en Ukraine. Mais ça, c'était votre choix. Nous, on était toujours pour la coopération avec l'Europe. Nous avons beaucoup de téléspectateurs, Monsieur Tolstoy. Nous avons beaucoup de téléspectateurs qui, en vous regardant, se demandent si vous vivez sur la même planète que nous ou bien si vous n'êtes pas dans un monde parallèle. Non, c'est vrai, vous avez raison. On vit dans des planètes différentes parce que par les narratifs américains, par le mensonge que vous distribuez entre les téléspectateurs, notamment en France et en Afrique, vous avez complètement changé, vous avez détourné l'image du monde dans lequel vous êtes. Vous croyez que vous êtes le centre du monde, tandis que avec 75% des entreprises qui travaillaient en Russie avant le début de l'opération continuent de travailler. Ils ont juste changé leur juridiction. Il y en a la plupart du monde entier continue à coopérer avec la Russie et cette coopération aujourd'hui se développe beaucoup plus vite qu'à l'époque quand on avait la coopération avec l'Europe. On arrive où, Piotr Tolstoy? La vraie image, malheureusement, vous échappe parce que vous regardez dans le monde du votre coin européen. Mais je vous rappelle que le plus grand pays de l'Europe, c'est la Russie. L'entretien avec Piotr Tolstoy met en lumière des réalités inquiétantes quant aux conséquences des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine et le danger d'une escalade toujours plus proche. Toutefois, au-delà des déclarations de Tolstoy, il est crucial de se pencher sur la dynamique plus large qui se dessine. D'abord, les annonces de livraison de chars, d'armements sophistiqués et potentiellement de missiles à longue portée ne sont pas simplement une question d'assistance militaire. Elles envoient un message politique clair: l'Occident est prêt à soutenir l'Ukraine dans une guerre prolongée, quelles qu'en soient les conséquences. Mais ce soutien massif à l'Ukraine soulève des questions stratégiques cruciales pour la Russie. Pousser Moscou dans ses retranchements risque d'avoir des effets bien plus dévastateurs que ce que l'on peut anticiper. Cet échange illustre les fractures profondes dans la perception de la guerre en Ukraine et la manière dont la Russie interprète les actions des puissances occidentales, notamment à travers la fourniture d'armes de plus en plus sophistiquées. Parmi ces livraisons, les propositions permettant à l'Ukraine de frapper directement le territoire russe avec des missiles longue portée ajoutent une dimension dangereuse à ce conflit. L'implication croissante de l'Occident semble rapprocher le monde d'une confrontation ouverte entre la Russie et l'OTAN, avec le spectre de plus en plus tangible d'une guerre nucléaire. Dans ce contexte tendu, les liens étroits entre la Russie et l'Iran suscitent une nouvelle inquiétude parmi les capitales occidentales. L'alliance entre ces deux pays, qui s'est renforcée avec le soutien militaire iranien à Moscou dans le conflit ukrainien, prend une dimension stratégique encore plus critique au Proche-Orient. Le récent rapprochement entre Vladimir Poutine et le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, lors du forum régional au Turkménistan,
témoigne de l'importance de cette relation pour les deux pays. Ce partenariat se traduit notamment par la fourniture de drones Shahed par l'Iran à la Russie, et selon plusieurs experts, par le transfert récent de missiles balistiques Fateh 360, renforçant l'effort de guerre russe en Ukraine. Les enjeux de cette alliance sont également amplifiés par la spirale d'attaques réciproques entre Israël et l'Iran, qui menace de provoquer un embrasement régional. La Russie, acteur clé dans la construction de la première centrale nucléaire iranienne et ancien médiateur de l'accord sur le nucléaire iranien, semble désormais plus aligné avec les ambitions de Téhéran. Ce changement d'attitude survient dans un contexte où Moscou et Téhéran collaborent étroitement en Syrie et envisagent de solidifier davantage leurs relations dans des cadres multilatéraux comme le BRIC, auquel l'Iran a adhéré cette année. En parallèle, la Russie durcit sa posture nucléaire. Lors d'une récente réunion du Conseil de sécurité russe, Vladimir Poutine a clairement élargi les conditions dans lesquelles la Russie pourrait envisager l'usage de l'arme nucléaire, incluant désormais des attaques contre des alliés stratégiques tels que la Biélorussie. Cela reflète une nouvelle étape dans la doctrine de dissuasion nucléaire de la Russie, une doctrine conçue en réponse à ce que Moscou perçoit comme une menace existentielle posée par l'OTAN et ses alliés. Cette série de développements ne fait qu'accroître les risques d'une escalade incontrôlée. L'Occident, en poursuivant une politique d'intensification de l'engagement militaire et de rhétorique belliqueuse, semble sous-estimer la gravité des avertissements russes. Le danger d'une guerre nucléaire, longtemps relégué à un scénario hypothétique, se rapproche dangereusement de la réalité. Il est urgent que les acteurs internationaux reconnaissent la gravité de la situation et cessent d'aggraver les tensions par des décisions militaires qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Les nouvelles alliances, telles que celle entre la Russie et l'Iran, exacerbent les risques d'une guerre régionale, voire mondiale. Alors que le monde est au bord d'une confrontation potentiellement dévastatrice, des questions cruciales demeurent. Jusqu'où l'Occident est-il prêt à aller avant de provoquer une réponse irréversible de la Russie ? Et quel rôle la communauté internationale devrait-elle jouer pour désamorcer cette crise avant qu'elle ne se transforme en conflit mondial ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos perspectives sont essentielles pour enrichir ce débat. Voici quelques leçons de vie que l'on peut tirer des événements décrits dans l'actualité concernant les tensions entre l'Occident, la Russie et l'Iran. 1. L'importance des alliances stratégiques. La coopération entre la Russie et l'Iran montre que, même dans des contextes de crise mondiale, les alliances stratégiques peuvent renforcer des positions fragiles. Dans la vie, il est essentiel de s'entourer de personnes ou d'organisations avec lesquelles on partage des objectifs communs pour faire face aux défis ensemble. 2. Faire preuve de résilience face à l'adversité. Malgré des sanctions économiques et des pressions internationales, la Russie et l'Iran poursuivent leurs objectifs stratégiques avec détermination. Cela illustre l'importance de la résilience face à l'adversité. Peu importe les obstacles, la persévérance et la capacité à s'adapter permettent de maintenir le cap. 3. D'anticiper les conséquences de ces actions. Les choix militaires et politiques des grandes puissances, comme la redéfinition de la doctrine nucléaire russe ou les livraisons d'armes occidentales, montrent combien les décisions d'aujourd'hui peuvent avoir des répercussions graves demain. Dans la vie, avant d'agir, il est essentiel de mesurer les conséquences possibles de nos décisions. 4. La prudence dans l'escalade des conflits. Les tensions croissantes entre l'Iran et Israël, ainsi que la guerre en Ukraine, soulignent que l'escalade incontrôlée des conflits peut entraîner des conséquences désastreuses pour toutes les parties. Cette leçon s'applique aussi dans nos vies personnelles et professionnelles. Il est crucial de désamorcer les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en des situations irréparables. 5. La capacité à adapter ses stratégies. La Russie adapte constamment ses stratégies, que ce soit dans son approche militaire ou ses alliances, pour répondre aux nouvelles menaces. Dans la vie, il est tout aussi important d'ajuster ses stratégies en fonction des circonstances. La flexibilité et l'adaptabilité sont des clés pour réussir dans un environnement incertain. 6. Le poids des relations internationales sur le long terme. La relation historique entre la Russie et l'Iran, qui s'étend bien avant le conflit actuel, montre que les liens noués au fil du temps peuvent avoir un impact durable. Dans la vie, les relations de confiance construites avec les autres peuvent nous aider à surmonter les épreuves les plus difficiles. 7. Savoir reconnaître et respecter les lignes rouges. Les avertissements de la Russie concernant l'implication des troupes de l'OTAN en Ukraine ou les tensions avec l'Iran et Israël rappellent qu'il existe des lignes rouges dans tout conflit. Dans nos vies, savoir fixer et respecter les limites, que ce soit dans nos relations ou nos engagements professionnels, est essentiel pour éviter des confrontations inutiles. Ces leçons ne sont pas seulement applicables aux acteurs politiques, mais peuvent aussi inspirer chacun à mieux naviguer dans des environnements complexes, à se préparer aux imprévus et à cultiver des relations solides pour mieux affronter les défis. Merci de partager vos avis en commentaire. À très bientôt.